Salut tout le monde! Le vidéo suivant sert à vous aider à remplir le document Excel, le fichier Excel pour traiter les données du laboratoire. Donc, bon visionnement. Alors, voici le fichier. Ça, c'est le premier onglet, identification et but et schéma. Donc, vous allez remplir votre nom, votre prénom. Vous avez un coéquipier, son nom, son prénom. Si vous avez un troisième coéquipier, son nom et son prénom. Bon, ici, le groupe, on peut laisser faire, mais soit vous êtes du groupe 1 ou 2, ou si vous êtes avec Serge, je ne connais pas vos groupes, mais ça serait bien de les mentionner. Le numéro de montage, ici, on n'a pas vraiment de montage parce qu'on a deux tables, alors il n'y a pas de montage. Maintenant, je veux vous dire que vous devriez lire les buts là, qui sont ici, là, avant de commencer. Puis les manipulations, ben, on les a données au laboratoire cette semaine. Puis ici, on a un petit peu un schéma de ce que c'est. On voit le plan incliné, la rondelle qui rebondissait. Puis ça, c'était l'angle du plan. Bon, fait que allons à la prochaine page. Mais avant d'aller à la prochaine page, j'ai pris soin de placer des photos avec une règle de des pages qui ont été marquées par le système. Et ici, la deuxième page, eh bien, c'est mes mesures que j'ai prises pour tous les points, les 15 points. En fait, j'ai fait 16 points. J'ai aussi rajouté un point avant le point 1. Là. Je me suis rendu compte que dans mon chiffrier Excel, j'avais besoin de 16 points. Donc, vous pouvez en prendre 16. Là, le dernier pourrait être ici là, ou avant. Là. Fait que le 15-16 ou bien le 0-1. C'est à vous de voir, là, mais c'est pas bien grave. Mais on a besoin de 16 points. Maintenant, on va aller voir le deuxième onglet. Le deuxième onglet, qui est rapport P1 de référence, ben, c'est un rapport qui a été tout fait. On a fait le rapport. Vous avez ici les angles que ça m'a donné en faisant l'expérience. Puis, tous les calculs sont faits, mais vous ne pouvez pas accéder aux formules. Je vais les indiquer, mais ça, c'est un rapport de référence. Donc, si vous doutez de vos calculs, vous pouvez mettre les mêmes nombres dans les cellules qui vous appartiennent à vous, là, les étudiants. Et si jamais vous faites les bons calculs, ça va donner les mêmes nombres. Si vous ne faites pas les bons calculs, ça donnera des nombres différents, évidemment. Fait que la page 1 de référence, c'est une page de référence. Puis la page 2, ici, la deuxième, c'est aussi les mêmes données que j'ai utilisées avec ma feuille. Puis ce sont tous les calculs qui sont là. C'est une référence. On peut tout voir là, à quoi ça ressemble, les graphiques, etc. Mon dos, je fais comme... Non, c'est pas ça. Excusez-moi, j'ai de la misère pour contrôler ma souris, mais j'y arrive. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a des données, c'est bien beau, tout est fait là. Tout est fait. Ça va donner ça là. Ça, c'est comme le but. Le but, c'est de ressembler à ça. Puis pas faire d'erreur. Et évidemment, il va falloir choisir là, des réponses ici. Je ne l'ai pas donné les réponses, évidemment. Je n'ai pas donné toutes les réponses. Fait que, il va falloir remplir ça. Mais où est-ce qu'on remplit ça? C'est dans le quatrième onglet. Le quatrième onglet qui s'appelle Rapport P1 des étudiants. Donc, le but du vidéo est de évidemment remplir l'identification, ici le premier onglet, mais aussi de remplir la première page des étudiants et la deuxième page des étudiants. Donc, allons voir la première page. Disons que je regarde ça avec vous. La page s'appelle Paramètres constants de l'expérience. Donc, qu'est-ce qui a été constant dans l'expérience? Bien, il y a l'angle, la mesure de l'angle du plan incliné à l'aide de l'inclinomètre numérique. Bien, l'inclinaison a été pareille pendant toute la trajectoire, puis pendant la chute libre qu'on a fait faire 2 fois, là, avec, si vous vous rappelez ce que vous avez fait au laboratoire. Donc, l'angle du plan, c'est supposé être constant. Ensuite de ça, le champ gravitationnel a été constant. Alors, évidemment, on est toujours sur la planète Terre, donc c'était le champ gravitationnel terrestre qui était le moteur principal du mouvement. Là. Il y a aussi l'élastique, mais l'élastique, il servait seulement à propulser le disque, puis après, c'est toute la gravité qui faisait son effet, avec quand même la normale de la table. Et puis ensuite, on a quoi? Bien, on a le calcul de la période, parce que là, les points que vous avez sur votre graphique ont été placés à différents instants,
Puis ça dépend aussi du chronomètre. Donc, la période du chronomètre, c'est des facteurs qui ne variaient pas. Autrement dit, le chronomètre faisait des marques à intervalles réguliers de temps. Donc, il y avait un intervalle de temps ou une période qui était toujours la même. Alors, c'est un facteur constant. Je vais remplir évidemment la première case qui est ici, qui est blanche, que c'est l'angle de votre plan qui a été placé, qui a été mesuré par l'inclinomètre. Donc, vous allez chercher ces valeurs-là. On les met dans cette case-là et dans cette case-là parce qu'on a, rappelez-vous, on a fait une mesure de l'angle, on a retourné l'inclinomètre à 180 degrés, puis on a pris une nouvelle angle. Puis là, on va placer ces deux-là. Laissez-moi le faire avant, puis je reviens. Dans mon cas, c'était 5,50. Ah, ça n'a pas marché, excusez-moi. 5. Mon dos, il ne marche pas. Colin de bin. Donc, ben, plate, ça. Attendez, je vais vous vérifier. J'ai un problème technique, là. Je reviens. Bon, j'ai trouvé, finalement. C'était protégé. Fait que là, je vais écrire mon angle. C'était 5,50. Et l'autre angle, c'était 5, quand j'ai tourné, 5,90. C'était ceux-là que j'ai trouvés. Ben, là, il va falloir trouver ici l'incertitude. L'incertitude de l'angle, ben, c'est marqué ici. L'incertitude de l'inclinomètre selon le fabricant, c'est 0,2. Fait que je vais marquer virgule 2. Okay. Sachez que mon Excel est en français, donc je mets des virgules. Si mon Excel était en anglais, je mettrais des points. Ensuite, je vais marquer ici aussi, là, dans cette case-là, virgule 2. Et puis, là, j'ai besoin de connaître l'incertitude relative. L'incertitude relative, je vous le rappelle, c'est supposé d'être égal. Je commence avec un égal. Oh, attendez une seconde. J'aurais pas dû faire ça. Oh, excusez-moi. Je vais enlever parce que ici, ce sont des cases jaunes. Et les cases jaunes devraient commencer toujours par un symbole d'égalité. Donc, je commence égal, puis je m'en vais aussi chercher cette case-là. Puis là, cette case-là, elle est avec un point. J'aime pas bien ça, mais je vais quand même faire ça. Puis là, je vais changer cette case-là pour mettre une virgule. Puis là, je vais essayer de le refaire ici. Je vais faire égal. Et je vais pointer cette donnée-là. Et là, l'incertitude relative va être égale, c'est toujours égal, à l'incertitude absolue divisée par la mesure. Ça, c'est l'incertitude absolue. On la voit ici, là. On la voit aussi dans la case. Je fais Entrée. Là, il me dit, oh, valeur. Oh, finalement, mon Excel qui est en français, il veut juste avoir des points. Ah, ben, Colin de bin. Ça, voyez-vous, c'est bizarre, mais je vais le respecter. Puis là, ça ne fonctionne pas plus. Ça ne fonctionne pas plus. Ah, parce que ici, j'ai fait un 50 virgule alors que je devais faire un point. OK, ça a marché. Finalement, ben là, je vais me coucher moins niaiseux ce soir. Il semble que les virgules ou les points, ça ne dépend pas de la langue. Il doit y avoir Fait que si jamais vous voyez que ça ne calcule pas, soit que vous mettez vos virgules ou soit que vous mettez vos points. Et je ne sais pas pourquoi. Il va falloir que je vais passer à d'autres choses, mais je sais que il faut changer soit une virgule à un point. Fait qu'ici, les points semblent fonctionner, alors on va mettre les valeurs avec des points. À la place d'avoir 5,90, je vais mettre 5,90. L'incertitude relative ici, ça va être égal. Égal ben, à l'erreur absolue divisée par la mesure. C'est en pourcentage, ça marche. Là, ici, on l'a déjà fait, mais c'est quoi l'angle moyen minimum? Ben, l'angle moyen minimum, ça va être, je vais additionner les deux. Okay. Je vais prendre 5,50. Donc, je vais faire une parenthèse. On peut cliquer ici, là, parenthèse. Je vais prendre cet angle-là, moins son incertitude. Okay. Puis, je vais faire plus cet angle-là, moins son incertitude.
Fait que là, je vais avoir additionné deux angles, mais diminué de leur incertitude. Puis là, après, je vais diviser par 2. Comme ça, je vais avoir la moyenne, mais des petits angles. Fait que ça va être la moyenne la plus petite. Et là, je vais prendre ici la moyenne la plus grande. Je vais faire égal. Je vais prendre l'angle, la première angle. Donc, je vais ouvrir une parenthèse. Je vais prendre l'angle. Je vais l'additionner de son incertitude. Donc, ça va être un grand angle. Je vais aussi additionner l'autre angle que je vais additionner de son incertitude. Je vais fermer ma parenthèse, puis je vais diviser ça par 2 parce que j'ai deux angles que j'additionne, deux gros angles. Je divise par 2, ça va faire la moyenne. Et ça me donne une moyenne. Eh bien, il me semble que ça n'a pas de bon sens, mais ça me donne... C'est bien bizarre, ça. Ben, c'est pas si bizarre que ça, finalement. Évidemment, le plus petit angle, c'est 5,5, puis le plus grand, c'est 5,90. Fait que ça ressemble à ça. Fait que là, je vais prendre la moyenne. Ben, la moyenne, ça va être égal à quoi? Ben, ça va être égal à la plus grosse que j'ai. Je vais faire égal à la plus grosse plus la plus petite. Là. Puis je vais diviser par 2. Ça a l'air beaucoup de simagrée, mais là, ça va donner un angle moyen comme ça. Puis ça, c'est mon bon angle. Puis là, je vais faire égal à quoi? L'incertitude. L'incertitude va être égale à... par la méthode des extrêmes, on dit toujours que c'est la parenthèse. Je vais ouvrir une parenthèse. Je vais choisir le plus grand moins le plus petit. Ça va donner l'étendue de la plage de valeur possible. Puis je vais diviser cette étendue de plage possible d'angle par 2. Et ça va me donner l'incertitude. Et l'incertitude relative va être toujours égale, toujours la même chose, l'incertitude absolue divisée par l'incertitude, pas l'incertitude, divisée par la valeur de la mesure. Et ça va me donner ça. Fait que ça, c'est fini pour ce tableau-là. Voyons maintenant ici l'erreur relative de la gravité. Ça va être égal. On prend l'incertitude, on la divise par la mesure ou la valeur. Puis là, ça va me donner quelque chose de négatif. Je ne devrais pas le garder. Fait que je vais faire la valeur absolue. Je vais faire ABS, j'ouvre une parenthèse, je ferme la parenthèse après mon calcul, et là, ça va le donner en valeur absolue. Ensuite de ça, on a le tableau du calcul de l'accélération théorique de la rondelle. On sait que la valeur théorique de l'accélération selon Newton, ça devrait être la gravitation, là, le G que vous voyez qui est ici, okay, multiplié par le sinus de l'angle qui est ici. Mais attention, il faut changer l'angle en radian. Donc, je vais calculer l'accélération minimale. Donc, je ne vais pas prendre le plus gros angle, puis je ne prendrai pas le 5,70, qui est l'angle en plein milieu. Je vais prendre le plus petit angle. Okay. Et puis, je ne vais pas prendre non plus là, le plus petit g, je vais prendre le plus gros g possible. Suivez-moi bien. On l'a déjà fait aussi dans l'autre laboratoire. Égal quoi? Là, je peux me placer ici. Là, je peux me placer ici ou bien ici. Égal quoi? Égal, je vais prendre la valeur maximale. Je vais ouvrir une parenthèse et je vais placer cette grandeur-là, mais je vais la prendre minimum, la plus petite possible. Fait que je vais prendre cette grandeur-là qui est négative, je vais additionner son erreur, je vais fermer ma parenthèse, puis ça va me donner une valeur assez petite. Regardez, si je le faisais, là, ça me donnerait 9,8 plutôt que 9,81. Fait que ça, j'ai la valeur qui est la plus petite. Puis là, je vais multiplier avec étoile. Puis je vais multiplier par le sinus, S-I-N. J'ouvre la parenthèse. Je vais marquer une fonction qui s'appelle le radian, là. Radian, avec un S. Et là, je vais aller chercher mon angle. Quel angle que je vais aller chercher? L'angle minimum, le 5,50. Et je vais fermer ma parenthèse une fois, fermer ma parenthèse deux fois, puis je devrais faire Enter. Puis j'ai trouvé mon accélération. Je vais faire la même chose pour l'accélération maximale. Cette fois-ci, je vais prendre l'accélération qui est ici, là, qui est négative. Je vais ouvrir une parenthèse, donc égal, ouvrir la parenthèse, sélectionner cette case-là, moins
puisqu'elle est déjà négative, je vais enlever son incertitude, donc ça va donner un chiffre qui est plus grand, mais négativement. Je ferme ça, je vais multiplier par le sinus, j'ouvre ma parenthèse, je mets radian avec un S, j'ouvre une autre parenthèse, je choisis le plus gros angle et je ferme ma parenthèse. Je ferme encore une parenthèse pour fermer la parenthèse du radian puis fermer la parenthèse du sin. Et je fais ceci et j'ai trouvé mon accélération maximale. Pour trouver l'accélération là, de la plage de valeur, on prend la moyenne. Donc, je fais égal. Je prends la valeur la plus grande plus la valeur la plus petite. Puis je la divise par 2. C'est comme une note d'examen quand tu as 2 examens. Tu prends tes 2 notes, tu les additionnes, tu divises par 2, ça te trouve la moyenne. Si tu as deux examens. L'erreur, c'est supposé toujours être la différence des 2 valeurs extrêmes. Donc, la première moins... En fait, normalement, on prend toujours la plus grande. Puis la plus grande, en valeur... Ça devrait être celle-là. Fait que je vais prendre celle-là moins celle-là. OK. Puis je vais diviser par 2. On prend toujours la différence des deux, divisé par 2. Puis là, ça devrait être positif. Puis allez, c'est celle-là. Fait que ça, c'est mon incertitude. L'incertitude absolue, celle-ci. L'incertitude relative va être égale à l'incertitude absolue divisée par la valeur. Et j'ai presque fini. Bon, maintenant, il reste le calcul de la période du chronomètre. Bon, il semble que le chronomètre est réglé à 20 Hz. Pendant l'expérience, il était réglé à 20 Hz. Mais le fabricant nous a dit que ce 20 Hz-là, à chaque fois qu'il fait 20... Il fait 20 mesures par seconde. Donc, mais il semble qu'il y a 5% d'erreur. Fait que le 5% d'erreur, je vais le calculer. Ça fait quoi comme incertitude au niveau des hertz? Bien, je fais égal. Puis là, je fais quoi? Je fais 20 multiplié par l'erreur relative. Ça nous donne l'erreur absolue. Ça donne 1. J'espère que ça donne 1 exactement. Je vais ouvrir. Oui, c'est ça, ça donne 1. Normalement, quand on a 1, on met 2 chiffres sur l'erreur absolue. Alors, en tout cas, moi, j'en mets toujours 2, mais on en met 2. Ici, c'est la période. La période, c'est l'inverse multiplicatif de la fréquence. Si tu veux connaître la période puis tu as la fréquence, c'est facile. Tu fais égal, tu fais 1 divisé par la fréquence. Puis tu vas trouver la période. Bon, comme la fréquence a une erreur relative de 0,5, mais la période aussi va avoir ça va être la même chose. Quand on inverse des valeurs incertaines, on garde la même valeur relative. L'incertitude relative est la même. Fait que je pourrais même faire ceci. Je pourrais dire, OK, ça devrait être égal à ça ici. Pas mal certain. On peut la calculer différemment, mais ça devrait être égal. Puis là, ce qu'on a ici, c'est, je vais faire ici égal. Puis là, je vais prendre, pour l'incertitude, ça va être la période multipliée par son incertitude relative, qui est la même chose. Puis on va trouver que c'est une... Fait que ce qu'on a vu là, c'est vraiment, là, je prends la valeur de la période, qui est l'inverse multiplicatif de la fréquence, puis je la multiplie par l'incertitude, qui est la même que la fréquence. En fait, quand on a une fréquence, là, c'est comme si on avait la période, c'est juste, c'est comme 2, ça devient une demi. Fait que c'est la même information, c'est juste qu'elle est inversée. Là, si je veux connaître la période minimale, ben, c'est assez facile. Je vais faire égal. Puis je vais dire, OK, je prends cette période-là, puis j'enlève son incertitude. Puis ça, c'est la période minimale. Puis si je prenais la période maximale, ben là, OK, je vais prendre la période. Je vais faire égal. La période, c'est celle-ci, mais j'y additionne son incertitude. Fait que la période maximale, ça va être ceci. Maintenant, on voit ici que on pourrait augmenter. Puis on le voit vraiment, là. Là, on voit un peu mieux. On voit que ça a été diminué de son incertitude, puis ça a été amélioré de son incertitude. Bon, on va passer à l'autre onglet. Donc, si on veut passer au long onglet, on clique sur le rapport P2. Le rapport P2 des étudiants. Je clique là-dessus, je suis rendu là.
OK. Qu'est-ce que c'est que ce tableau-là? Bon, si on lit le titre, tableau des données de position et calcul des temps, des déplacements, des vitesses horizontales en X et verticales en Y, ainsi que des accélérations verticales. Donc, il y en a beaucoup. Si vous regardez, il y a le temps horizontalement en X, puis si je me déplace comme ça, je ne peux pas me déplacer, j'ai de la misère avec ma souris, je m'excuse. Je me déplace comme ça, c'est verticalement, puis après, je vais aller ici, il va y avoir un graphique, un diagramme de comparaison. Donc, j'ai vraiment comme 3 tableaux là. Le temps, les choses en horizontal, les choses en vertical à traiter. Parfait. Au niveau du temps, on a des événements. Le N que vous voyez ici, c'est un numéro qui fait référence au point que vous avez indiqué sur votre graphique. Vous aviez 15 points. En tout cas, quand on était au laboratoire, j'ai demandé de faire 15 points. Vous devriez en mettre 16. Fait que mettez-en un de plus, s'il vous plaît. Et là, vous avez 16 points qui se suivent. Puis là, on a un temps. L'instant de l'événement, bien, quand on a parti le chronomètre puis qu'on a parti un de ces points-là, on va supposer que, OK, on commence avec le temps 0, puis après le prochain point, bien, il va avoir 0,5 centièmes de seconde plus tard. Donc, à toutes les 5 centièmes de seconde plus tard, on a différents points qui vont s'afficher sur votre feuille. Donc, ça, c'est vraiment le temps qui passe et c'est le temps de ce point-là, de cet événement-là. Un événement, vous avez une trajectoire, chaque point de la trajectoire est un événement. La rondelle était rendue là à tel instant, il était rendu un peu plus haut ou un peu plus bas à tel autre instant. Ce sont des événements qui ont une position et un temps. Bien voilà le temps, ça c'est le temps des événements. Maintenant, la durée d'un déplacement, là ce que je vais faire, c'est qu'on va faire la durée entre un point et un autre point. Ça dure 5 centièmes de seconde. Donc là, on va se déplacer, mais pas, on va se déplacer par exemple, du point 1 jusqu'au point 3. Puis là, on va associer ce déplacement-là à un certain déplacement à l'instant 2. C'est bizarre à dire, mais pour passer de 1 à 2 ou pour passer de... Oh, mon Dieu, comment je dois dire ça? Je ne sais même pas comment je dois dire ça. Je suis en train de perdre votre temps, là, je m'excuse. Là. Mais l'idée, c'est que je veux faire un déplacement, okay? Puis ce déplacement-là, je veux qu'il dure 1/10 de seconde. Donc, ça va être entre l'événement 3 et l'événement 2. Entre l'événement 3 et l'événement 2, il s'est passé combien? Il s'est passé 2 périodes de temps. C'est pour ça que c'est marqué durée du déplacement, delta t, 2 périodes. J'ai besoin de 2 périodes. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire égal. Puis ce temps-là, ça va être quoi? Bien, ça va être le temps du troisième événement moins le temps du premier événement. Puis ça va me donner quoi? Bien, ça va me donner, je vois pas. C'est donc bien plate, ça. OK. Ça me donne 0,1. Puis je vais faire la même chose. Ici, là, je vais faire... C'est quoi l'erreur que je peux avoir? L'erreur que je peux avoir, c'est que c'est 2 périodes de temps. Et moi, je sais que la période de temps, là, quand vous êtes allé ici, là, ma période de temps, c'est 5 centièmes de seconde. Mais ça, c'est mon incertitude. Comme j'ai besoin de 2 fois 0,05, ça ferait 0,1, bien, je vais avoir une incertitude de 2 fois ça. Fait que je vais marquer ici, égal 2 multiplié, puis là, je vais aller chercher dans ma page P1, je vais aller chercher cette information-là. Puis là, je fais Entrée. Et là, ça, c'est mon erreur. Ça, c'est pas mon erreur, mais mon incertitude. Ensuite, je vais aller ici, je vais dire, OK, l'incertitude relative, ça va être égal à l'incertitude absolue divisé par l'incertitude, par la valeur de la durée du déplacement. Donc, j'ai un déplacement. Quand il se déplace, quand mon disque se déplace du point 1 au point 3, bien, ça a pris ce temps-là pour se déplacer du point 1 au point 3. Et je associe ce déplacement-là autour du point 2. Il a passé à travers le point 2 entre ces deux-là. Là, ce que je vais faire, ce qui est cool, c'est très cool, je vais prendre tout ça et je vais dire, recalcule-moi tout ça. Il n'est pas question que
que nous refaisons les calculs tout le temps. Là, ça donne 0. OK. Il y a sûrement une erreur ici, parce que ça n'a pas de bon sens. Mais mon erreur c'est pas une grosse erreur. C'est que ici, vous savez, le H31, là, ici, là, à P1 des étudiants, ça ici, là, il y a une valeur. Si je descends ici, il n'y en a plus de valeur. Si je descends ici, il n'y en a plus de valeur. Fait que ça faut que je fige la rangée 31. Là, je vais aller à mon rapport 2, puis je vais dire, attention là, c'est bien beau le H31 que vous voyez ici, mais je vais figer, je vais mettre un signe de piastre, juste ici. Je fais Enter. Maintenant que j'ai un signe de piastre, là, je peux faire ceci, puis je vais le redistribuer, puis là, il va garder le même. Good. Là, je l'ai bien répondu. Ça, c'est bien. La durée des déplacements, OK, ça va toujours être, là, je vais cliquer ici, regardez, ça va toujours être entre le 5e événement et le 7e événement, c'est pour mon 6. Quand je vais mesurer ici pour lui, là, pour le 10e événement, ça va être le déplacement entre le 9e et le 11e. C'est comme ça que ça fonctionne. Okay? C'est un déplacement entre un événement, puis pas le deuxième, un événement, puis deux suivants. Fait que j'ai attendu quoi? Une période de temps, 2 périodes de temps. Pour me rendre de 1 à 3, il a fallu apprendre 2 périodes. Mais j'associe ce temps-là à un déplacement de l'événement en 2. Maintenant, la position. Bon, la position, elle est simple. Vous devez mesurer les points et me donner la position en X de vos points. La même chose ici pour la position en Y, vous devez mesurer ça. Là, je vais les rentrer immédiatement, mais là, vous ne me verrez pas là, faire ça là, devant vous. Là. Je vais faire une pause, puis après, quand je vais les avoir toutes rentrées, je vais vous le montrer, là, parce que ce que je vais vous montrer, c'est ceci, là. C'est ceci, voyons donc. Toutes les mesures que j'ai prises ici, là, bon, ça ne s'affiche pas. Vraiment pas le fun, ça. C'est un bug. Ben oui, j'ai un bug là en ce moment, mais vous voyez bien que j'ai pris toutes les positions en X sont ici. Puis les positions en Y, ben je les vois pas en ce moment. Je vais régler ça, puis je vais régler mon bug, puis je reviens. Bon, j'ai réglé mon bug, j'ai juste modifié, j'ai juste pris ces images-là, je les ai modifiées un petit peu, puis là, il m'a redonné. Fait que ce que j'ai comme hauteur, j'ai 0,59 cm, 2,38, puis je vais toutes les rentrer. Toutes ces hauteurs, ça, c'est toutes des hauteurs en Y, des 7 premiers points. Ici, j'ai toutes les hauteurs des points 8, 9, 10 jusqu'à 15. Puis ici, j'ai toutes pas les hauteurs, mais les positions horizontales. Donc, je vais placer ça dans mon tableau, exactement ici, là, plutôt ici. Et là, c'est ça que je vais placer, puis on se revoit tout de suite, mais je vais faire ça en coupant la vidéo. OK, on est revenu. Voici toutes mes données en X sont placées ici. Puis toutes mes données en Y sont placées ici. Parfait. Je suis prêt à continuer. Maintenant, c'est quoi l'incertitude? L'incertitude des positions, c'est marqué ici, incertitude de la position, c'est 0,01. Donc ça a été. Quand on fait une incertitude sur une position, on regarde la règle. Hein? La règle, elle a commencé à un endroit, puis elle a fini à un autre endroit. Donc, puis notre règle était mesurée en millimètres. Donc, on a un demi-millimètre pour la première, puis un demi pour la première. Quand on place notre règle, on est supposé d'avoir, si c'est une règle en millimètres, on est supposé d'avoir 1 millimètre d'incertitude à cause de la règle. Maintenant, il y a aussi les règles qui disent que il y a 0,2% de la mesure qui devrait peut-être être pas correct. Puis il y a peut-être d'autres causes que votre professeur va peut-être vous parler. Par exemple, quand les points sont très gros, hein, ça dépend si le marqueur de points a donné des gros points ou si le marqueur de points était fin, ou si quand vous avez tracé vos lignes, vos axes, vous aviez un petit crayon à mine avec un très fin trait. Si votre crayon à mine était plus épais, bien là, vous avez plus d'incertitude. Donc ça peut jouer. Okay? Mais là, je vais prendre l'incertitude minimale, puis je vais la calculer en fonction de cette
puis je vais considérer que les autres causes expérimentales ne sont pas valides parce que moi, j'ai procédé avec un logiciel de SketchUp, puis j'ai eu beaucoup de précision là, sur mes valeurs. Alors, je m'émets pas d'autres causes expérimentales. Ensuite de ça, fait que là, je vais y aller avec, je vais faire égal, je vais faire 0,1, OK, fait que 1 mm, plus ou moins 1 mm, plus, je vais prendre 0, j'aurais peut-être pas dû faire des virgules parce que c'est des points, ça, ici. Fait que je vais recommencer, 0,1 plus 0,2 multiplié, c'est des pourcentages, fait que je vais faire pourcentage, puis je vais multiplier avec une étoile par la mesure, par 0 ici. Puis là, après, je vais faire l'erreur relative qui devrait être égale à ceci divisé par la valeur. Puis là, je vais avoir une division par 0. Ben oui. Bon, ben, je la laisse comme ça. C'est pas plus grave que ça. Je fais égal. Ici, ça va être la même chose, sauf que je ne vais pas faire tout ça. Là. Je vais simplement prendre ça, puis je vais tirer ça. Puis voilà, j'ai fini. La même chose ici. Je vais tirer ça vers le bas. Je vais avoir fini. C'est cool. Maintenant, ici, je vais faire toute cette ligne-là, puis après, je vais le tirer par le bas. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On veut un déplacement. Je me suis déplacé, mais quand je vous dis là, que moi, les durées des déplacements, c'est entre l'événement 1 et l'événement 3. Donc, je me suis déplacé entre 0 et 3,8. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire égal. Je suis parti de 3,8. Je suis arrivé à 3,8, mais je viens de 0. Fait que ça, c'est mon déplacement. Cool. Okay. Fait que là, je vais voir, c'est quoi mon incertitude dans mon déplacement? Si dans mon je suis pas sûr. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire quoi, là? Pour évaluer l'incertitude ici, je me dis, hey, cette position-là, elle a une incertitude. Celle-ci, elle a une autre incertitude. Fait que quand tu fais une valeur incertaine moins une autre valeur incertaine, c'est une soustraction. Donc, on additionne les erreurs absolues. Donc, je vais additionner. Je vais faire égal. Ton erreur, je peux me tromper, plus cette erreur-là, je peux me tromper. Fait que ça me donne mon erreur absolue. L'erreur relative va être toujours égale à mon erreur absolue divisé par ma valeur. Ma valeur qui est ici. Je suis pas fini. Je vais prendre la vitesse. La vitesse, ça va être quoi? La vitesse, c'est supposé être la vitesse moyenne de Tn-1 à Tn+1. Autrement dit, à cet endroit-là jusqu'à cet endroit-là. De à là. De là à là. Fait que là, la vitesse moyenne. Ben, OK. La vitesse moyenne, c'est supposé d'être quoi? C'est supposé d'être le déplacement divisé par la durée de ton déplacement. Donc, je vais faire égal. Là, le déplacement, c'est 3 points, c'est cette case-là. OK? 3,8. Ça, c'est le déplacement. Je vais diviser par le temps que ça a pris pour se déplacer. C'est quoi la durée du déplacement? C'est ça ici. Fait que je clique ici. Et j'ai trouvé la vitesse du déplacement. Maintenant, l'incertitude, c'est quoi? Bon, puisque mon déplacement a une incertitude et puisque ma durée de déplacement a une incertitude, eh bien, ça devrait influencer. Comme c'est une division, c'est une division entre cette valeur-là incertaine-là et cette valeur-là, quand on a des divisions, ce qu'on fait, c'est qu'on additionne les erreurs relatives des deux, puis on multiplie par le résultat que ça a donné. Donc, on le fait. Ça, c'est des règles simples. Je fais égal. Je prends une erreur, l'erreur relative, je vais prendre ma température, mais ma parenthèse, j'ouvre ma parenthèse, je prends l'erreur relative de la position, j'additionne la valeur relative de mon temps. Fait que là, j'ai les deux valeurs relatives additionnées. Je multiplie par le résultat du quotient, le résultat de la division. Puis je vais trouver une belle valeur d'incertitude.
Ensuite, l'incertitude relative, ça va être toujours égal à l'erreur absolue divisée par la mesure ou le calcul. Et voilà, j'ai ça. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé tout ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce même calcul-là, mais pour tout le monde. Et voilà, j'ai fini. Excellent, mon ami. On continue maintenant pour le prochain graphique. Le prochain graphique, c'est verticalement que ça se passe. Fait que la position, ça va être encore la même stratégie. Quelle stratégie? Bien, celle-ci, là, ça va être égal à quoi? À 0,1, comme c'est indiqué ici, plus 0 point, parce qu'on est dans les points, 2% de, fait que là, je vais, c'est une étoile, de ma mesure. Je ne rajouterai pas d'autres causes expérimentales, parce que j'ai utilisé SketchUp pour analyser mes positions. Fait que ça, c'est beau. L'erreur relative, ça va être égal à mon erreur absolue divisé par la valeur, et je l'ai trouvé. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le tout, puis je vais diviser ça. Je vais faire les mêmes calculs pour tout le monde. J'aime Excel, quand il fait ça, ça me bien gros ça. Ensuite, les déplacements. Bon, les déplacements en Y, ça va être la même chose. Je vais faire égal, je vais prendre la position finale, qui est la position finale ici, là, parce que je me déplace de là à là. Donc, j'utilise une période, deux périodes. Fait que je me suis déplacé de deux périodes. Fait que je prends ma valeur, je fais une parenthèse, je prends ma valeur que je suis rendu, je fais moins la valeur de que je suis parti au niveau du point. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser ça. Est-ce que je divise ça? Non, je ne divise pas ça. Ça, c'est mon déplacement. C'est simplement mon déplacement. Ça, je ne divise pas en tout. Là. Ça, c'est mon déplacement. Puis, comment est-ce que je vais être obligé de calculer l'incertitude? Je vais additionner l'incertitude de mes deux positions. Ça va être égal à l'incertitude que lui a plus l'incertitude que lui a. C'est une des règles simples. Puis ensuite, je vais calculer une erreur relative en faisant toujours la même chose, l'erreur absolue, qui est la somme des erreurs absolues des deux positions, et je vais diviser ça par la mesure du déplacement. Et j'ai ça. Là, je vais calculer la vitesse. La vitesse moyenne, donc c'est quoi la vitesse moyenne? C'est supposé être le déplacement divisé par l'intervalle de temps. Fait que je fais égal, puis je vais faire le déplacement qui est ceci, divisé par l'intervalle de temps qui est ici. Ah, mon Dieu, qui est bien loin. Faut que je retourne plus loin, là, parce que le temps, c'est ça ici. C'est lui, là. Ça, c'est la durée de déplacement. Je me suis déplacé en Y avec cet intervalle-là. Fait que je clique là-dessus. Puis là, je suis revenu. Je vais revenir. Je l'ai dessus. Oui, c'est ça. Je l'ai fait. Puis je vais faire Enter. Et j'ai trouvé ma valeur de vitesse en Y. Maintenant, mon incertitude. Mon incertitude, comme c'est un quotient, okay, c'est une division. Quand on divise des nombres incertains, on additionne leur incertitude relative. Fait que je vais faire égal. Je vais prendre l'incertitude de la position. Je vais faire... avant, je vais ouvrir une parenthèse. Je vais prendre l'incertitude relative de la position. Je vais aussi additionner l'incertitude relative de l'intervalle de temps, qui est 5%, qui est ici, là. Puis je vais revenir ici, là, bon, je suis ici, 5%, je vais fermer ma parenthèse. Puis, qu'est-ce que je fais aussi? Puis là, je vais multiplier par le résultat de la fraction. Et je viens de trouver mon incertitude pour ma vitesse. L'incertitude relative, ça va être égal à l'incertitude absolue divisé par la mesure ou le calcul qu'on a fait. Et qu'on est correct. Fait que là, on va prendre tout ça, puis on va dire, hey, moi, je veux que tu me calcules ça pour tous les autres intervalles. Là, ce qu'on voit, c'est, hey, il y a des choses négatives ici.
Est-ce que c'est normal que les erreurs relatives soient négatives? Non, c'est pas normal. Normalement, c'est pas plus grave que ça. Sauf que ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier ma formule qui est juste ici. Et je vais simplement dire, moi, je vais avoir une valeur absolue de ce rapport-là. Donc, ce n'est pas seulement 11%, c'est la valeur absolue du rapport. Fait que si jamais j'ai des vitesses négatives et des temps qui sont positifs, parce que mes temps sont toujours positifs, ça va donner... Mais là, ça paraîtra plus. Ici, j'ai des valeurs négatives. C'est-tu correct, ça? Ben oui, c'est correct. Parce que quand tu te déplaces, tu as monté et tu as descendu. C'est pour ça que tu as des valeurs négatives. En montant, tu en avais des valeurs positives. Okay? Tu as un déplacement positif, tu as des vitesses positives, mais en descendant, tu as des déplacements négatifs. Ce n'est pas des positions. Moi, ça a toujours été positif, mes positions. C'est juste que j'ai faibli. Je suis parti de 0,59, puis je suis allé jusqu'à 8,15, puis après de 8,15, je suis redescendu à 1,25. Ah ouais, je suis monté et puis je suis descendu. C'est pour ça qu'on a des vitesses négatives et des vitesses positives. Maintenant, ici, l'accélération. Bon, pour ce qui est de l'accélération minimum ici, l'accélération maximum, il faut se rappeler que l'accélération, c'est la variation de la vitesse dans un intervalle de temps. Donc là, il va falloir calculer une variation de vitesse. Entre quoi et quoi? Vous avez une vitesse qui est ici, là, à un certain instant, c'est 34,4 mètres par seconde. Puis ça va descendre, ça va descendre. Fait que moi, je vais varier de vitesse entre le 34 puis le 23,30. Puis là, ça va prendre combien de temps? Ça va prendre le temps de deux périodes. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre je vais mettre un égal. Puis là, je vais ouvrir une parenthèse. Puis je vais prendre une vitesse. Mais je ne prendrai pas la même. Je vais prendre la vitesse finale qui est celle-ci. Okay, la 23,30. Mais je ne vais pas prendre celle-là. Je vais prendre une vitesse finale que je vais modifier avec son incertitude. Puis là, je me pose la question, vas-tu augmenter cette vitesse-là? Puis après, je vais descendre cette vitesse-là. Je vais l'essayer, là. Mais si je me trompe, je changerai ce calcul-là puis je le mettrai dans le max. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette vitesse-là. Je vais la diminuer de son incertitude. Okay. Puis après, je vais faire une différence, je vais faire un moins. Je vais ouvrir une parenthèse. Je vais prendre cette vitesse-là que je vais augmenter de son incertitude. Puis ça devrait être divisé. Fait que je vais rajouter une fermeture de parenthèse, puis je vais aussi en ouvrir une. Puis tout ça, là, je vais diviser ça par le temps que ça prend. Puis quel temps que ça prend? Ça prend ce temps-là. Là. Je vais aller voir le temps que ça a pris, juste ici. C'est ce temps-là. Sauf que ce temps-là, je vais ouvrir une parenthèse, puis je vais prendre un temps le plus grand possible, additionné de son incertitude. Puis là, je vais trouver une valeur. Mon doux! Qu'est-ce que c'est ça? 144. J'espère que j'ai peut-être une erreur ici. Allons voir ça. Ouais, c'est vrai que ça a l'air gros, mais j'ai oublié une chose. C'est que regardez ici, j'ai des déplacements en centimètres, puis ici, c'est en mètres. Alors, comme j'ai calculé en centimètres, ça devrait être divisé par 100. Fait que je vais revenir là-dessus. Okay. Puis je vais diviser ça par 100 parce que des centimètres, ce n'est pas des mètres. Il faut les diviser par... Il faut diviser des centimètres par 100 pour avoir des mètres. Et si je fais ça, là, au moins, j'arrive à une meilleure réponse. Puis là, je vais arriver, je vais tout faire ça. Puis là, j'ai changé ça. La même chose ici. J'ai fait une petite erreur. J'arrive pas à me tasser. Ici, j'ai des centimètres, puis j'ai calculé la vitesse en mètres. Donc, ici aussi, il faudrait que je divise par 1000. Phew! Pas par 1000, par 100, excusez-moi. Et voilà, là, je vais refaire ça pour tout le monde. Et là, je vais avoir au moins quelque chose qui a de l'allure. Je vais revenir à notre... Et mon accélération ici, elle va être moins 1,74. Ça m'apparaît plus normal. Donc, ici, le max. Fait que si j'ai fait ce calcul-là, je pourrais prendre ce calcul-là,
le CTRL-C pour copier. Là, je pourrais venir ici, puis venir ici, puis faire un paste. J'ai le même calcul, c'est juste que là, je vais changer. Je vais prendre la vitesse, je vais additionner de son. À la place de faire un moins ici, je vais faire un plus, puis à la place ici de faire un plus, je vais faire un moins. Puis à la place de faire un plus ici, je vais faire un moins. Donc, je prends les mêmes nombres, mais à la place de additionner ou de soustraire leur incertitude, ben, je fais le contraire. Là, je vais trouver quelque chose qui est maximum. Donc ici, j'ai une valeur qui est très négative, puis ici, j'ai beaucoup moins négative. En termes de nombre, oui, ça aussi, c'est un nombre qui est plus petit, puis ça, c'est un nombre qui est plus grand parce qu'il se rapproche de 0. Ici, je suis plus loin que 0, mais c'est des nombres négatifs. Donc, si je fais ici là, la moyenne, ben, je fais ceci, je fais égal. Je prends le min, je vais prendre une parenthèse plutôt, je vais prendre le min plus le max. Je vais additionner ça, je vais diviser par 2, ça va me trouver la valeur en plein milieu. Puis mon incertitude, ça va être quoi? Ben, ça va être le contraire. Ça va être, je prends la valeur maximale, entre parenthèses, j'ouvre ma parenthèse, je prends la valeur maximale, moins la valeur minimale, je divise par 2, et je vais trouver un nombre qui va être positif, qui va être l'étendue de la plage de valeur entre la max et la min, divisé par 2, ça me donne mon incertitude, puis ça, c'est une belle incertitude positive. Puis c'est beau. Fait que là, j'ai juste besoin... Bon, c'est sûr que je vais avoir... Regardez bien, je vais prendre ces calculs-là, puis je vais... Ah, je n'ai pas fini. Ici, je pourrais prendre l'incertitude relative. Puis là, je vais finir ma ligne, hein, parce qu'on veut faire une ligne au complet. Puis là, je vais faire l'incertitude relative. Ça va être l'incertitude absolue divisée par le calcul de l'accélération. Puis ça va me donner... Puis là, on voit que c'est négatif parce que la vitesse est négative. Je vais faire simplement une valeur absolue de ça. Je vais faire ABS, j'ouvre la parenthèse, puis je mets mon rapport des deux. Ben, mon rapport des deux. Puis là, je vais trouver quelque chose qui est positif. Puis là, je vais prendre tout ça. Okay, tout ça. Et je vais le faire calculer pour toutes les cellules. Donc, le même genre de calcul pour chacune des... Regardez ici, celui-là, là, je vais avoir pris ces nombres-là. Donc, la vitesse à un certain moment donné, moins l'autre vitesse auparavant, divisé par divisé ici par le temps, la durée du déplacement, là, où pendant le déplacement, il y a eu une augmentation de vitesse ou une diminution de vitesse. Fait que c'est beau, ça. Là, j'ai eu des calculs qui ont été faits de façon automatique ici. Okay. Une autre automatique ici. Là. Ça ici, c'est une belle grosse formule que vous n'avez pas à rentrer parce que c'est déjà là. Et ici aussi, j'ai des calculs qui me donnent ça. Puis là, j'ai fini. Là. J'ai fini. Les tableaux sont complètement remplis. Là. Et on a un diagramme de comparaison de toutes les valeurs d'accélération qu'il va falloir observer. Là. Parce qu'on a ici les trois intervalles ici, là, puis ça faisait quoi? Une méthode statistique. Donc, cette méthode statistique-là est vraiment plus compliquée, mais elle nous donne, en fonction de toutes les valeurs qui sont ici, qui ont toutes été prises là, de tous les instants, les 16 instants, eh bien, on est capable de trouver une accélération dont l'incertitude est celle-ci, donc seulement un 7%, ce qui est excellent. C'est une très belle incertitude ici relative. Puis, fait que ça, c'est la plus belle chose. On a vraiment une donnée. Puis ici, celle-ci, là, c'est les pentes min, pentes max, parce que j'ai fait une... On est capable, à partir de ces données-là, d'avoir une ancienne technique, là. Ici, regardez le graphique 2 qui a été complètement construit de façon là, automatique. Là. On a ici, c'est quoi ce graphique-là? C'est la vitesse en Y en fonction du temps. On voit très bien que nos données forment une certaine droite, puis cette droite-là a une équation comme celle-ci. Okay? Ça, c'est la vitesse en Y, puis le X qui est ici, c'est du temps. Je pourrais changer ça pour du temps, là. Si je faisais ça ici, ici, je pourrais mettre un T ici. Puis ça, c'est la vitesse, pas la position. Ça, c'est la vitesse en Y.
Puis ici, je pourrais même la vitesse en Y. Ça, c'est une pente min. Vitesse en Y. Puis ça, c'est le temps. C'est multiplié par du temps. Ah, elle veut rien savoir. Il veut me changer ça, là. Je veux pas. Puis ici, je veux mettre du temps. T. Ici, c'est la même chose. C'est une vitesse. Ça, c'est la pente maximale. C'est la vitesse en Y. Mon dos. On a des pentes min puis des pentes max. C'est fait de façon automatique. Bon. Comment on fait ça? Ben, on peut regarder ce qui se passe, mais ça m'intéresse. Puis là, ici, on a quoi? On a un graphique de la vitesse en X en fonction du temps. Si vous remarquez ça, vous avez des vitesses en X à un certain moment donné, puis plus on attend, on a toujours à peu près la même vitesse en X. Ça semble un petit peu augmenter, hein? Ça part un peu plus bas. On voit une pente qui monte, là. Ben, mais elle ne monte pas de manière significative. Parce que ça, c'est les barres d'erreur. Autrement dit, on a toute cette vitesse-là là, Fait que dans le fond, toutes ces valeurs-là sont non significativement différentes. Autrement dit, la plage de valeur de la vitesse qu'on a ici, ben, il y a des valeurs communes dans cette plage-là. Donc, toutes les vitesses en X sont toutes non significativement différentes. Donc, on ne peut pas vraiment dire que la vitesse est plus grande. Bien qu'on a une pente qui augmente, on dirait que la vitesse devrait augmenter, mais elle n'augmente pas de manière significative. Tandis qu'ici, oh pardon, je me suis tassé, mais j'ai mal. Ici, pour la vitesse en Y, on voit que cette vitesse-là, au départ, est assez grande. Elle vient nulle à mi-hauteur. Puis après, c'est normal, ça a fait la pastille est montée dans les airs puis elle est redescendue. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, la vitesse en Y est zéro. Puis on le voit ici, là. On voit. Puis c'est vraiment, ça me semble être une droite. Puis oui, il y a une accélération qui est constante. Hein? Puis cette accélération-là, c'est la pente. Donc c'est moins 1,03, mais ça pourrait être moins 0,91. Fait que ça serait l'accélération la minimum possible. Puis ça, moins 1,16 ou 17, bien ça serait l'accélération la plus grande par rapport. Fait que là, tu as les pentes min, pentes max qui sont des vieilles façons de trouver des incertitudes de vitesse. Puis ça ici, c'est un tableau. Bon, je ne vous donne pas les détails nécessairement, là, mais au moins on peut bénéficier de ces informations-là. Fait que si on peut bénéficier de ces informations-là, on va faire une conclusion. Puis les conclusions, ben, on a ici des diagrammes de comparaison des différentes valeurs d'accélération verticale. On ne parle pas de l'accélération horizontale, elle est nulle, elle n'est pas considérée comme étant une valeur quelconque. Là. Je sais que la pente d'un graphique de la vitesse en fonction du temps, ça, là, va dire 0,0281. Ça serait l'accélération. Alors, c'est très peu, c'est proche de zéro, là. Okay? Puis aussi, on a un R qui n'est pas vraiment égal à 1. Fait que c'est pas vraiment une relation linéaire. Fait que c'est vraiment une accélération très faible. Fait que ça ne m'intéresse pas l'accélération en X. Ce qui m'intéresse, c'est l'accélération verticale. Puis là, ce qu'on a, c'est qu'on a l'accélération théorique selon la méthode de Newton, qui est dans le premier rapport. Là. Ça, c'est notre accélération qui est ici, là, moins 0,97. Okay. Ça, c'est notre accélération. Ça, c'est la valeur en plein centre de notre plage de valeur. Puis ici, on a placé cette donnée ici. Après, on prend l'accélération expérimentale avec la méthode statistique qui devrait être laquelle? Celle-là. Fait que celle-là, c'est notre méthode statistique. On a aussi l'accélération expérimentale des valeurs des pentes min puis des pentes max qui est ici. Fait qu'ici, les pentes min puis les pentes max, ça donne des très grandes incertitudes. OK, ça se regroupe toutes, mais ça ici, c'est vraiment une très grande attitude. Puis on a ici l'accélération expérimentale des valeurs extrêmes qui est ici, là.
Celle-là. Là. Oh, c'est-tu celle-là? Non. Oh, excusez-moi, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je suis à l'envers. Ça ici, l'accélération théorique de Newton, elle est ici. C'est elle. C'est la bonne couleur, ça. Je suis un peu daltonien quasiment. Bon, fait que ça, c'est une petite incertitude. On a ici, en orange, ça, c'est l'accélération expérimentale qui tient compte de toutes les données. Puis avec un calcul statistique assez compliqué, ça nous donne cet intervalle-là qui recoupe celle-là. Fait qu'on sait que cette valeur-là recoupe cette valeur-là. Donc, expérimentalement, l'accélération est pas différente de la théorie. La même chose ici, c'est pour celle-ci. Là. Ça, c'est l'accélération expérimentale des pentes min puis des pentes max qui nous donne vraiment une très grande incertitude sur la valeur de l'accélération. Puis on a ici l'accélération pour les valeurs extrêmes, c'est celle-là. Là, tu te dis, ben, David, ça vient de où ces bébelles-là? Ben, ça vient d'ici, regardez bien. Je vais vous tasser ça ici. Vous avez ici un tableau des accélérations. Et ça, c'est pour chacune. Ils sont là, là. J'en ai une ici, j'en ai une là. C'est toutes ces accélérations-là, à tous des moments donnés, où la vitesse commençait, dans un intervalle de 0,10 secondes, il y a eu une accélération. Puis on connaît l'accélération à chacun de ces points-là. Et je les ai répertoriés ici. Fait ici, on a des grandes incertitudes, mais si on regarde où est-ce que ça se recoupe le plus, eh bien, regardez, ça, c'est le plus grande des petites, c'est la plus grande valeur de tous ces intervalles-là. Cet intervalle-là arrive ici, elle arrive ici, elle arrive ici, elle arrive ici, elle arrive ici, puis elle arrive vraiment loin, là. Fait que ça ici, c'est une valeur qui est dans tous les intervalles. Maintenant, au niveau du maximum, celle-là, là, je vais reprendre celle qui est la plus petite. Celle qui est la plus petite, c'est elle. C'est elle qui est la plus petite. Cette valeur-là, elle se retrouve dans tous les intervalles. Donc, y a-t-il dans tous ces intervalles-là, y a-t-il des valeurs qui sont communes? Eh bien oui, les valeurs qui commencent ici et qui finissent ici. C'est pour ça qu'on appelle ça excusez-moi, c'est ici. Ah, où ça, là? Oh mon Dieu, ça marche-tu, ça? Ça, c'est quoi, ça? L. Intersection. Mon Dieu. Je la vois pas. Huh. Bizarre. Mais non, c'est pas bizarre pantoute. Regardez, on a cette valeur-là qui est ici, là. Ça, c'est une accélération. Puis l'accélération, là, on voit que c'est la plus petite. Et la plus petite incertitude ici. C'est pour ça que si toutes ces données-là devaient se regrouper, okay, toutes ces valeurs devraient être pareilles, eh bien, il y a une seule plage qui est commune à toutes ces plages-là, et c'est cette plage-là. C'est pour ça que cette plage-là qui est ici est la même que celle-ci. Cette plage-là, là, okay, est la même que celle-ci. Puis elle, c'est l'intersection. Autrement dit, donnez-moi toutes les valeurs qui sont présentes dans tous ces calculs-là. Puis c'est seulement celle-là. Ici, le pente min-max, on voit que c'est celle-ci. Elle est un peu plus grande. Puis la méthode statistique donne une incertitude encore plus petite. Fait qu'on voit que tout ça, ça se recoupe. Et voilà. Fait que il va falloir répondre aux questions qui suivent ici après. Fait que vous choisissez les réponses, vous cliquez là-dessus puis vous choisissez. Okay. Je vous laisse lire ça, je vous laisse le faire. Ciao. Fait que c'est tout, on revient ici avec la caméra web. Fait que c'est tout. Je vous souhaite une bonne fin de rapport. Salut.